Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mercredi 18 janvier. L'actualité, c'est déjà plusieurs aides débloquées pour les très petites entreprises et PME touchées par la hausse des prix de l'énergie, bouclier tarifaire ou encore espacement des factures sur plusieurs mois. Les détails dans cette édition. Et puis nous irons découvrir une école biculturelle et de nombreux projets de rénovation et de construction d'infrastructures scolaires dans le canton de Thionville. Patrick Veyten, président du département, était en visite hier. Et puis si ce n'est pas déjà fait, découvrez le hêtre de Saint-Hubert, un arbre remarquable qui a gagné le prix du jury au concours de l'arbre de l'année. Depuis, le village de Saint-Hubert de 200 habitants voit passer un peu plus de promeneurs. Jeudi, le temps sera instable en matinée avec quelques averses de neige sur le département, moins 1 degré au thermomètre au réveil. Quelques éclaircies sont attendues l'après-midi avec 3 degrés au maximum. Et puis ils étaient mobilisés devant les bureaux de la direction départementale des finances publiques à Metz. Les agents dénoncent des suppressions de postes à plus ou moins long terme. Philippe Ostrogorski, bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes secrétaire départemental solidaire finances publiques en Moselle et porte-parole de l'intersyndicale. On va bien sûr faire le point sur la situation dans un instant, le temps de développer le reste de l'actualité. Les très petites entreprises comme les petites et moyennes entreprises peuvent désormais bénéficier de nouvelles aides débloquées par l'État. Un soutien financier pour contrer la hausse du prix des énergies qu'elles subissent de plein fouet. Ces aides ont été dévoilées aujourd'hui au cœur de la préfecture de la Moselle. L'objectif, soutenir les sociétés les plus fragilisées et réduire la facture énergétique. Les explications de ces aides avec le préfet de la Moselle et le directeur départemental des finances publiques. En tout cas, pour chaque entreprise, vraiment la porte d'entrée, c'est le site internet impôt.gouv.fr. Il y a l'information sur les mesures à destination de chaque catégorie d'entreprise et chaque catégorie pourra donc trouver sur ce site l'information qu'il attend et ainsi que les documents nécessaires pour déclarer sur l'honneur auprès de son fournisseur d'énergie qu'on rentre bien dans une des catégories et bénéficier donc des tarifs réduits que le fournisseur appliquera. Tout d'abord, ce qu'on appelle le bouclier tarifaire. Le bouclier tarifaire, c'est simplement faire bénéficier l'ensemble des TPE, des très petites entreprises, donc qui ont moins de 10 salariés et moins de 2 millions de chiffre d'affaires, du tarif réglementé, qui est aujourd'hui à 18 centimes d'euros par kilowattheure. Ensuite, nous avons un dispositif d'amortisseur électricité qui permet de limiter la hausse du prix de l'énergie, enfin de l'électricité. Sur la moitié de la facture d'électricité, l'État plafonne à 18 centimes d'euros le prix qui est payé par le client. On a également l'aide gaz-électricité qui va s'adresser aux TPE et PME et qui permet pour les entreprises dont la part du coût de l'énergie est supérieure à 3%, de leur chiffre d'affaires, de bénéficier d'une aide. Et pour toute question, vous pouvez joindre le 0806 000 245. Localement, il faut savoir qu'une conseillère départementale est mise à disposition pour répondre aux questions des entreprises. Les coordonnées de cette personne sont à retrouver sur le site internet des finances, mais également sur notre site internet www.moselle.tv. Dans l'article que nous avons consacré à ce sujet, vous aurez également plus de détails sur les aides. Et puis il faut s'attendre à une journée noire demain partout en France en raison de la mobilisation contre la réforme des retraites. Dans le Grand Est, 18 points de ralliement ont été recensés. À Metz, ce sera à 14h place de la Gare. On en parle plus en détail avec Jean Milon. Bonsoir Jean. Bonsoir Irani. Alors pour les non-grévistes, il va falloir s'organiser ce jeudi, à commencer par les utilisateurs des transports en commun. Effectivement, il va falloir prendre son mal en patience, en commençant par les TGV. Seul 1 sur 4 circulera sur l'axe Est entre la Lorraine et Paris, vous le voyez à l'écran. Pour les TER, c'est pire. Selon la SNCF, un train sur 10 sera en capacité d'accueillir des voyageurs ce jeudi. L'axe très fréquenté reliant Metz et Luxembourg devrait cependant conserver une poignée de trains. Une journée, vous l'aurez compris, Uranie très difficile sur les rails, donc qui vient s'ajouter aux nombreuses perturbations déjà connues par les usagers mosellans depuis quelques semaines.
Et pour ceux qui utilisent le bus, comme moi par exemple, le trafic sera également perturbé. Des dérangements cependant moindres, Rani, par rapport au train. Le réseau, le Met, va garantir le service minimum, c'est-à-dire que 75% des bus vont circuler pour les lignes suivantes, les Métis A et B, les Lianes L1 à L5 et les Citéis C11, C13 et C15. Seules les navettes N81, N83 et N84 du centre-ville donc ne circuleront pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que les plus grosses difficultés sont à prévoir entre midi et 17h en fonction de l'avancée du cortège de la manifestation. Et on termine avec les écoles. Elles vont être nombreuses à ne pas accueillir les enfants. Effectivement, attention, si vous prenez 17 sur 64 écoles seront entièrement closes sur la ville de Metz. 27 en tout compteront au moins une classe fermée. Pour ce qui est de la restauration scolaire, là, toutes les cantines seront vides. Aucune n'assurera le service. Enfin, l'accueil du matin, le périscolaire du soir ou encore l'aide aux devoirs sont aussi en fonction des écoles annulées ou non. Pour tout savoir, rendez-vous simplement sur l'espace famille du site de la ville de Metz. Merci beaucoup Jean pour ces informations pratiques qui vont nous aider à nous organiser au mieux. Et puis vous parliez des écoles, transition parfaite pour évoquer l'ouverture de la plateforme Parcoursup ce mercredi 18 janvier. Les lycéens de classe terminale et les étudiants en réorientation peuvent depuis cet après-midi inscrire leurs 10 vœux post-bac parmi plus de 20 000 formations possibles à travers la France. Ils ont jusqu'au 9 mars inclus pour compléter leur dossier et donner leurs vœux pour continuer leurs études supérieures et jusqu'au 6 avril pour fournir les documents nécessaires. Éducation, toujours. Hier, une vingtaine de professeurs manifestaient leur mécontentement face aux conditions de travail dégradées devant les bureaux de l'éducation nationale à Metz. L'une des revendications principales, enlever la surcharge des classes. Mais qu'en est-il de leur salaire ? Eh bien, Jean Milon a posé la question au recteur de l'académie, Richard Lagagné. Il sera d'ailleurs l'invité de l'émission Face à Face ce soir dès 18h30. Deuxième question, le président de la République avait promis, entre guillemets, une augmentation des salaires de 10% pour tous les enseignants en janvier 2023. Alors, ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, dans ces grandes lignes, est-ce que l'enseignant est rémunéré à sa juste valeur ? Alors, il y a des efforts à faire, c'est indéniable. Notre budget ministériel à l'échelle nationale aujourd'hui, cette année, augmente de 6,5%. C'est près de 2 milliards d'euros de plus dédiés à l'augmentation salariale qui se rajoute aux augmentations des années précédentes. On a un budget, c'est le premier budget de l'État, le budget du ministère de l'Éducation nationale, 59 milliards d'euros. Les négociations sont en cours concernant les augmentations salariales. Elles vont aboutir aux alentours de fin février, de manière à pouvoir ensuite prendre les arrêtés nécessaires et les décrets nécessaires pour être mis en application à partir de la rentrée prochaine. Pour le département de la Moselle, l'éducation est une priorité. Alors pour la reprise des visites de canton, le président Patrick Veyten s'est intéressé au développement linguistique, à la rénovation et à la création d'infrastructures scolaires dans le canton de Thionville. Pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions, les projets sont nombreux sur le territoire. État des lieux avec Aymeric Guillaume. Une école maternelle biculturelle, un collège-lycée privé et le chantier du futur groupe scolaire de Terreville. Le département met l'éducation au cœur de ses priorités. Dans cette école maternelle, l'apprentissage de l'allemand est à la base du quotidien de ses tout jeunes élèves, ce qui lui confère un statut biculturel. Outre la formation bilingue de ses professeurs, l'établissement accueille une assistante éducative depuis plus de 20 ans. Elle intervient auprès de 81 élèves âgés de 3 à 6 ans pour favoriser la transmission et la culture de la langue allemande. Fier d'un tel dispositif, le département voit plus grand et souhaite combler son retard sur l'éducation biculturelle. Parce que c'est un élément absolument essentiel dans un territoire européen. Et je le dis au nom de l'Euro-département de la Moselle. Et nous voulons marquer cette spécificité-là, puisque le marché du travail est très largement ouvert et ne se concentre pas uniquement sur les limites du département ou les limites du territoire national français. Les langues étrangères font d'ailleurs partie du programme au collège-lycée Saint-Pierre-Chanel. Le département contribue là-bas au coût de fonctionnement d'accueil de chaque élève, soit 12 556 € d'aide depuis 2016. Résultat, cet accompagnement permet une éducation productive des étudiants qui se ressent sur les résultats. Les lycées publics et privés sur Thionville offrent vraiment une excellence. Et là, on est dans un établissement, et on l'a vu, qui offre des possibilités énormes, à la fois, bien sûr, d'avoir un parcours complet, de pouvoir se prolonger par des formations donc supérieures. Dans les cartons également, la reconstruction d'un gymnase, d'un nouvel accueil et de salles supplémentaires pour un total de 12 millions d'euros.
Enfin, toujours au rayon des projets, la ville de Terville compte un flux de nouveaux élèves. Dans l'urgence, elle s'est attelée aux travaux d'un 3e groupe scolaire, un projet qui souligne l'entente entre le département et ses communes. Sont prévues 8 classes et de l'équipement annexe comme la restauration et le périscolaire, pour un montant de 4,38 millions d'euros, dont 500 000 de la part du département au titre d'Ambition Moselle. Et le département a toujours répondu présent, et comme je dis toujours, le département est le grand frère des territoires et des communes, et pour nous il était absolument essentiel d'être aux côtés d'une commune comme Terville, qui nous a demandé à la fois de la rapidité, puisqu'ils avaient une véritable difficulté de remplissage total de leurs écoles déjà, qui avaient déjà bénéficié d'aide. Et puis nous avons besoin ici d'un investissement qui allie à la fois l'école maternelle, l'école primaire, la restauration scolaire. Dans le canton de Thionville comme ailleurs, le département de la Moselle souhaite entretenir cette dynamique liée à l'éducation. On clôt le chapitre éducation pour parler sécurité. Depuis ce mardi 17 janvier, la ville de Metz a lancé une grande campagne de sensibilisation sur le respect des agents municipaux. Une campagne qui se veut pédagogique, se traduisant par des visuels destinés à marquer les esprits. Des affiches en grand format sont diffusées dans les rues du centre-ville de Metz, dans les quartiers et sur les véhicules de service des agents. On écoute tout de suite les raisons de cette campagne avec Khalifé Khalifé, le premier adjoint du maire de Metz. On a eu plusieurs remontées de plusieurs services de cas d'agression verbale, voire plus pour certaines situations. Et c'est pour ça que nous avons décidé, suite à cette remontée, de faire cette séance de communication pour sensibiliser le grand public. Alors, on a bien sûr les médias, mais on a aussi des panneaux publicitaires qui vont, grâce à des phrases toutes simples, de dictons populaires, qui ont été plus ou moins modifiés, mais qui sont faciles à être intégrés, de passer le message sans agressivité, sans être moralisateur, mais en tout cas pédagogique au maximum, pour que la population vraiment prenne en compte ce problème et ne pas considérer les personnes qui sont en face d'elles des outils, mais des êtres humains qui sont là à leur service. Une étape de prévention afin d'éviter les sanctions. Quelles sont vos habitudes de chauffage ? Connaissez-vous le célèbre hêtre de Saint-Hubert ? On en parle dans la chronique environnement. En cette période de crise énergétique, vous êtes nombreux à vous tourner vers le chauffage au bois. Cette méthode, mais également le chauffage de manière générale, est l'une des principales sources de pollution de l'air en période de froid. Pour cette raison, l'Eurométropole de Metz lance une enquête relative aux habitudes de chauffage de ses habitants. Type de chauffage, surface de votre logement, classe énergétique ou encore date des derniers travaux de votre habitation. À partir de ces réponses, l'Eurométropole dit vouloir mieux connaître les habitudes et donc agir et limiter l'impact sur la qualité de l'air. Pour participer à cette enquête, rendez-vous sur le site de l'Eurométropole de Metz ou en les téléphonant avant le 10 février. C'est le moment de nous balader en forêt. Le plus bel arbre de France se trouve en Moselle, à Saint-Hubert plus précisément sur le chemin des Gros Trembles. Le concours a été lancé par le magazine Terre Sauvage et par l'Office national des forêts. Choisi pour représenter le Grand Est, le hêtre du Canyon a séduit le jury. Balade découverte avec les images de Colline L'Expert. La question ne se pose plus. Pour le jury, le plus bel arbre de France est bien dans les forêts mosellanes. Un hêtre de 25 mètres de haut, niché dans le canyon de Saint-Hubert. Ce qui le rend exceptionnel, c'est sa position, puisqu'il est accroché au rocher grâce à son système racinaire qu'il a dû développer pour se maintenir, justement. J'ai rarement vu un arbre qui a un système racinaire comme celui-là, quoi. Et puis il est d'aplomb sur le chemin, il est très beau. Et pour venir admirer cet arbre centenaire, mieux vaut enfiler une bonne paire de baskets. Suspendu à 6 mètres de hauteur, son implantation lui a permis de se démarquer parmi les 14 autres régions de France. C'est un peu un modèle, une leçon de vie, même en partant dans des conditions très mauvaises. Et si on se bat, on peut réussir. Et lui, il a réussi. Il s'est ancré solidement, il est reconnu. C'est au détour d'une balade en forêt que Delphine et les autres membres de l'association Être Vivant ont inscrit l'arbre au concours organisé par le magazine Terre Sauvage. La Moselle n'est pas très connue, en tout cas à l'extérieur, pour son patrimoine naturel. Les atouts qu'on va lui prêter d'office, ça va être territoire frontalier, ça va être son histoire. Le but, c'était de montrer qu'elle a un patrimoine naturel,
intéressant, exceptionnel, qu'on peut finalement venir s'y dépayser sans aller très loin. Grâce au prix du jury, ce village de 200 âmes voit désormais défiler les amoureux de la nature. C'est pas de la foule qui vient d'un coup, c'est des passages réguliers tout au long de la journée, surtout les week-ends bien sûr, des familles qui viennent avec les enfants. La plupart des gens qu'on a pu croiser étaient enchantés de leur découverte, quoi. Objectif à présent, obtenir des financements pour développer les chemins de randonnée de Saint-Hubert, détenteur du plus bel arbre de France. Et puis le mercredi, on fait une place à la culture dans la boîte à malice aujourd'hui. Pousser les portes de la galerie de l'Arsenal à Metz pour y découvrir la très belle exposition Grand Est, une mission photographique. Au programme également une bonne dose de rock avec le groupe Rock Légende Expérience qui se produira sur la scène de l'espace culturel de Romba le 27 janvier prochain. Un groupe qui a mis en place un concept original, le click and play, dont le guitariste Marc Gary-Muller nous parle ici. Le principe, c'est que les gens peuvent voter pendant la soirée pour les morceaux qu'ils préfèrent. Parce qu'en fait, moi je trouvais ça un peu frustrant de réduire les 30 glorieuses du rock, donc 30 ans et autant de groupes et de titres et tout, réduire ça à 2 heures de show. Oui. Donc en fait, nous, actuellement, on a une centaine de morceaux, ça fait à peu près 7 heures de programme. Et là-dedans, c'est un mélange entre ce que nous, on a envie de jouer le soir-là et ce que les gens veulent entendre. D'accord. Alors comme votre actualité, c'est la date qui va se passer à l'espace culturel de Romba, 28 janvier. Le 28 janvier. Comment ça se passe ? Les personnes qui vont venir vous voir en amont peuvent déjà choisir leur chanson ou pas ? En fait, en général, on ouvre la session de vote le soir même. Donc quand les gens arrivent dans la salle, ils ont un flyer avec un QR code. Et ça leur permet de pouvoir voter et de commencer à sélectionner les morceaux, quoi. Donc avant de monter sur scène, nous on a déjà une tendance. On a déjà donc, finalement, oui, vous avez une espèce de squelette, mais après ça se dessine avec le public. Ouais. Un entretien à découvrir en intégralité dès 19h dans la boîte à malice et bien sûr en replay sur notre site internet. Un point maintenant sur le sport. Hugo Humbert a franchi l'écueil du premier tour à l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison, en venant à bout de son compatriote Richard Gasquet en 3-7, 6-3, 6-4, 6-3. Le Messin en vert sur ces images n'était pourtant pas favori face à son aîné, récent vainqueur du tournoi d'Auckland et face à qui il avait perdu les 2 premières confrontations, dont la première lors de ce même tournoi australien. Il va désormais tenter de confirmer et d'avancer dans le tableau avec un match à sa portée lors du 2e tour contre l'Américain Denis Kudla, 108e joueur mondial. Les 2 hommes sont attendus sur le court de Melbourne ce jeudi matin à 7h. Du sport aussi pour les agents des finances publiques qui se mobilisent pour sauver plusieurs postes. On en parle avec notre invité du jour. Philippe Ostrogorski, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle donc que vous êtes secrétaire départemental solidaire finances publiques en Moselle et également porte-parole de l'intersyndicale. Une mobilisation s'est tenue hier devant les bureaux de la direction départementale des finances publiques pour dénoncer de nouvelles suppressions d'emplois. Alors on parle de combien de postes supprimés en Moselle ? Alors pour 2023, la facture est salée. On doit supprimer 21 postes de catégorie B et C. Schématiquement, la catégorie B et C, c'est les collègues qui sont à l'accueil et qui reçoivent les contribuables tout au long de la journée et qui traitent les dossiers. J'allais vous demander en quoi ça peut être problématique, ces suppressions de postes pour le contribuable ? Pour le contribuable, ça va allonger le temps d'attente à l'accueil physique et ça va immanquablement le reporter sur le tout numérique, qui est la nouvelle marotte de notre ministère. Et je ne suis pas certain que tous les Mosellans qui nous regardent soient férus d'informatique et maîtrisent totalement cet outil. Pour autant, en Moselle, la DGFiP a annoncé en 2022 le recrutement de 3500 nouveaux agents pour atténuer le départ à la retraite d'à peu près 5000 personnes. Cela veut dire que les finances publiques sont en bonne santé ou pas, s'il y a du recrutement ? S'il y a du recrutement, ça ne pallie même pas le manque, les départs à la retraite de mes collègues. 5000 départs pour 3500 recrutements. Il faut savoir qu'on a une désaffection au niveau des concours. De moins en moins de nos concitoyens passent les concours de la fonction publique. Et que dans les 3500 qui sont recrutés, il y a également des personnes qui démissionnent en cours de route.
Alors il faut peut-être redorer l'image aussi de la fonction publique. En termes de missions et de tâches qui vous est attribuées, il y a eu quelques taxes qui ont disparu, notamment la taxe d'habitation ou encore la contribution à l'audiovisuel public. Est-ce que vous avez encore assez de missions pour maintenir tous ces emplois ? Alors sur ce qui est annoncé par le ministère, je vais apporter un petit bémol, ça ne vous étonnera pas. Sur la taxe d'habitation, effectivement, il n'y a plus d'envoi de facture à nos concitoyens, mais il reste une mise à jour, car les collectivités, notamment les mairies ou les communes ou les intercommunalités, pour leur politique publique, doivent savoir qui habite où, dans quel quartier, dans quelle rue, pour savoir combien ils ont de concitoyens dans leur commune. Et ça, c'est toujours un travail qui est dévolu aux agents des finances publiques. Ça veut dire qu'il y a tout un travail qu'on ne voit pas dans les bureaux ? C'est tout à fait ça. C'est un travail, j'allais dire, de l'ombre, un back-office qui se fait au jour le jour et qui est très chronophage pour mes collègues. Et puis il y a aussi toutes ces aides dont on parlait en début d'émission. Dans les crises successives, des aides ont été débloquées. Ça fait aussi partie du travail des agents ? J'allais dire, à chaque crise, son aide, et à chaque aide, c'est dévolu aux finances publiques. Il y a eu la crise des Gilets jaunes avec des aides, la crise Covid avec des aides financières, ça a été utilisé et régi par les finances publiques. Et depuis lundi matin, nous avons la gestion de la prime carburant, et il y a eu, sur la seule journée de lundi, plus de 820 000 demandes au niveau national. Alors, vous pointez du doigt aussi les agences en physique qui ferment également sur notre territoire. Est-ce qu'il y a vraiment eu des fermetures sur le territoire mosellan et est-ce qu'il va y en avoir encore d'autres à l'avenir, d'après vous ? Alors, au 1er janvier, on a vu la fermeture de la trésorerie de Bitche, du service des impôts des particuliers de Saint-Avold et du service des impôts des entreprises de Forbach. Au 1er septembre, on aura également Phalsbourg qui va être fermé, et tous ces services reportent la population vers d'autres sites, et ça accentue les temps d'attente et les temps de traitement des dossiers. Pourtant, dans la communication de la DGFiP, à chaque fermeture, des permanences sont ouvertes. Alors, ça peut être au sein de mairies, au sein de maisons de la presse. Ça ne compense pas, selon vous Déjà, c'est un transfert de charge. Quand on fait de l'accueil dans les mairies ou dans les collectivités, c'est à la charge des collectivités tout ce qui est fluide. Donc ça, c'est une petite boutade. Et pour tout ce qui est maison de la presse ou les tabacs presse, il faut savoir qu'on est une région frontalière et qu'ouvrir un tabac presse à l'heure actuelle à la frontière luxembourgeoise ou allemande, c'est pas évident. Et que ces sites ne recueillent pas tous les deniers publics, notamment en liquide, pour des raisons de sécurité. Et que je prends l'exemple de Forbach, par exemple, on a mal fou à trouver des personnes qui veulent bien récupérer cette mission. Alors, est-ce que l'utilité de vos services est encore à prouver ? Je ne pense pas. Je pense que nos concitoyens ont besoin de nous au jour le jour. On l'a expliqué avec la taxe, la prime, carburant, et tout un tas d'aides, notamment la gestion de l'impôt sur le revenu, la taxe foncière et tout un tas de choses. Concrètement, qu'attendez-vous de la direction départementale ? De la direction départementale. Prenez votre temps, il n'y a pas de souci. La direction départementale, je pense plus grand-chose. On a eu un silence assourdissant de mon directeur. Par contre, on espère que le ministère va se rendre compte qu'on a une spécificité Alsace-Moselle et qu'on est régi par des codes et des lois locales et qu'il faut en tenir compte dans les charges de mes collègues. Donc vous continuerez à vous mobiliser ? Notamment demain, dans la rue, devant la gare à 14h. Merci beaucoup pour votre prise de parole sur notre antenne. À bientôt. Merci à vous. L'image du jour nous emmène en Moselle-Est où le théâtre en plate, le patois local, est une véritable institution. Ce week-end a marqué le début des représentations pour la troupe Esfrische Theater de Sirstal qui fête sa 25e saison. Elle présentait la pièce Handeke aus Portofino de Raymond Wessenburger. La particularité, c'est qu'elle reverse les recettes de l'une de ses dates à une association comme Emma Vie. Retrouvez tous nos reportages et émissions sur notre site internet www.moselle.tv et sur nos réseaux sociaux. Pour la suite, Jean Milon fera face au recteur Richard Lagagné. Et puis à 19h, ouvrez une nouvelle boîte à malice pleine de culture, vous vous en doutez. À 19h55, Moselle TV vous fait vivre la rencontre entre les Dragons et Neptune de Nantes. Très belle soirée et à demain.